Sam? What the hell? Shit, he's turning! That's my fucking brother! Screw it! Shit! Ellie? Ellie, are you alright? Oh my god. Sam? Oh no. Sam? Henry? Ellie, stay there. Henry? What have you done? I'm gonna get that gun from me, okay? Oh, okay, easy. This is your fault. This is nobody's fault, Henry. It's all your fault. Henry! Henry, no! Oh my god. En moins de 2 minutes, je suis replongé dedans, c'est ouf. Sorti en 2013 en exclusivité sur une PS3 en fin de vie, The Last of Us est, comme vous le savez ou comme vous avez pu le voir, un jeu avec une forte dimension narrative. Naughty Dog n'en était pas à son coup d'essai en matière de AAA, et son expertise sur la jusqu'alors trilogie Uncharted leur permit donc de mettre les petits plats dans les grands et de nous pondre ce jeu qui trône très souvent en haut des innombrables classements des meilleurs jeux de sa génération, voire de tous les temps. Un jeu réussi, qui a du sens, c'est un jeu dont un maximum des composantes et toutes les décisions qui en découlent appuient l'idée initiale et soutiennent le propos. Donc, pour parler de The Last of Us, pour critiquer The Last of Us, il est indispensable d'être bien conscient de l'idée initiale. Qu'est-ce que le jeu propose ? Neil and Bruce came to Christoph and I and said they wanted to do a post-apocalyptic game. I think the core essence of what they wanted to do, though, was to try to tell a story about two people and how their relationship evolved over the course of the entire game. L'idée initiale est donc de raconter une histoire dans un monde post-apo infecté par le cordyceps, un champignon qui infecte les insectes et prend leur contrôle. Ici, transposé à l'être humain. L'idée d'un jeu de tir à la troisième personne s'impose naturellement d'elle-même, compte tenu de la nature hostile de l'environnement et de la volonté d'empathie avec les personnages. Si le but avait été de s'immerger totalement dans l'univers, ou ressentir la douleur du personnage principal, le jeu serait très certainement devenu un FPS, et il est plutôt évident que ça aurait largement influencé son ambiance. Mais selon le directeur du projet et le directeur artistique, presque instantanément, au tout début du projet, Joel et Ellie étaient déjà là. Rien que leur nom évoque déjà beaucoup selon moi. J'ai aucune connaissance en la matière, mais l'origine hébraïque renforce ce sentiment d'exode. La relation entre les deux personnages est réellement centrale, et le choix qui a été fait de ne pas leur donner de lien de parenté est ultra pertinent. C'est évident que la relation aurait été moins sujette à changer si le jeu parlait d'une relation père-fille. C'était la bonne décision. Mais c'était une bien meilleure idée de tuer la vraie fille de Joel dans l'intro. Jimmy, I am warning you! Don't! What just happened? What the fuck just happened? Did you see that? There's too many of them! Oh no. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. L'exposition du personnage de Joel est parfaite. En commençant par la mort de Sarah, le jeu crée forcément de l'empathie envers lui. Et il en faudra pour pouvoir excuser son comportement dans l'heure qui suit. On le retrouve totalement fermé à la moindre émotion, constamment au bord de la rupture, enchaînant les meurtres de sang-froid et les magouilles foireuses, jusqu'à ce qu'on lui mette Ellie dans les pattes. Dès les premières minutes de leur relation, le jeu nous montre une certaine incompatibilité. Your watch is broken. You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it? Leur relation va réellement évoluer, et de manière fluide, et donc par leurs discussions ou par ce qu'ils auront à traverser. Et si ce pan est parfait et motive vraiment le scénario, qui est conclu de la meilleure manière qui soit d'ailleurs, j'ai quand même un ou deux regrets quant à la manière dont leur relation se transpose dans le gameplay, parce qu'on compte assez peu d'interactions réelles entre le joueur et leur relation en fait. Hormis quelques courtes échelles ou d'autres artifices pour freiner la progression, ou cacher les temps de chargement, ou transitionner vers des cinématiques, on n'a pas grand chose.
Oui, Ellie intervient de temps en temps dans les combats et avec de plus en plus de confiance, et ça c'est une excellente idée, mais l'associer à une touche aurait pu encore appuyer un peu plus leur relation. Le dernier God of War, qui est au cœur de l'actu, associe le fils de Kratos à Carré, et c'est intéressant et ça fonctionne bien, même si aucun des deux n'échappe au plus gros problème lié au gameplay et qui saute aux yeux immédiatement. Le personnage qui est censé être le plus faible, que tu dois protéger, est indétectable, invincible et court partout. Ça casse un peu l'ambiance, surtout dans les difficultés supérieures, et je dis pas qu'il aurait fallu transformer Ellie en Ashley, mais je pense que plus d'interactions en combat, plus d'enjeux autour de la survie d'Ellie, manette en main, aurait pas été de trop. Je reviens vite fait sur les caisses, les échelles et tout ça, mais il y en a trop les gars. Vraiment, vraiment trop. Vraiment, vraiment trop. Mais ça permet de belles interactions quand même, et de très beaux moments de jeu. Parce que c'est vrai que si la dynamique de courte échelle n'était pas récurrente, ce moment aurait été beaucoup moins prenant. Ellie. Ellie. What? The ladder. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont plus exploiter dans la suite, parce que pour moi, c'est les défauts majeurs du jeu. Malheureusement, c'est aussi le cas dans Uncharted 4 et Lost Legacy, donc je pense qu'il faudra en faire abstraction. Et honnêtement, j'en ai plus facilement fait abstraction dans Last of Us que dans leur dernière production, parce qu'ici, le combat est vraiment engageant, et du coup, t'es pas hyper attentif à ce que font les PNJ. Grosse différence manette en main avec la série de Nathan Drake est le côté plus réaliste, plus ancré dans le réel, plus grounded comme Naughty Dog le dit si bien. C'est carrément le nom de la difficulté maximale sur laquelle on reviendra très vite. Ici, il n'y a pas de saut de 5 mètres ou de grappin into lance-roquette into patate de forain. L'accent est mis sur l'infiltration, les combats violents et les ressources limitées. Et c'est une excellente idée parce qu'en réduisant les ressources et en augmentant les dégâts qu'on inflige, mais aussi ceux qu'on reçoit, on favorise énormément la prise de décision. Ça permet non seulement de pousser le joueur à avoir une approche plus tactique, mais aussi à utiliser tous les outils qu'il a à sa disposition. La première fois que j'ai fait le jeu il y a 5 ans, je l'ai fait en normal, et j'hésitais pas à tirer, je courais dans le tas pour aller mettre des mandales, mais j'utilisais pas du tout les fumigènes ou les bombes par exemple. Quand je l'ai refait il y a quelques mois en réaliste, non seulement j'en ai chié, mais surtout j'utilisais tout et la moindre brique qui traîne, le moindre bout de bois ou la moindre feuille de papier que je ramassais était ultra précieuse. Et ça dans un délire survivaliste, ça fonctionne hyper bien. D'ailleurs, si vous devez le faire ou le refaire, je vous conseille absolument de le faire en réaliste, parce que c'est vraiment une difficulté pertinente. Elle ajoute réellement à l'expérience de jeu, à l'intensité des combats et à l'engagement émotionnel. C'est pas systématiquement le cas, et j'ai fait Uncharted 4 en extrême jusqu'à ce que je me rende compte qu'en passant le jeu en normal, je m'amusais 10 fois plus. Parce que ces systèmes posent tous à la prise de risque et ça se marie beaucoup mieux à l'expérience de jeu. Là où le réaliste de Last of Us favorise l'immersion et permet d'éviter une dissonance entre les cinématiques et le jeu, par exemple. Si les zombies ou les êtres humains ne représentaient pas vraiment de menaces manette en main, on ne les prendrait pas vraiment au sérieux dans les cutscenes par exemple. Et pour lier gameplay et cinématique, je pense qu'on peut dire que Naughty Dog, c'est les patrons. Perso, j'ai toujours été partagé entre cinématique et cutscene. Pour ceux qui le savent pas, en gros les cinématiques, c'est généralement de l'image de synthèse précalculée afin d'avoir le meilleur rendu possible. Et les cutscenes, ce sont des mises en scène utilisant le moteur graphique du jeu. Les premières ont une meilleure gueule, et les autres permettent de garder un rendu visuel constant sur tout le jeu. J'aimais énormément les cinématiques en étant petit parce qu'elles marquaient vraiment une étape. Typiquement pour moi ça faisait carrément partie des arguments de vente de Final Fantasy. Elles fonctionnent comme une récompense. Et la technique de Naughty Dog est pile au milieu. En boostant le moteur 3D et en accentuant les détails qu'ils veulent, ils parviennent à garder le même feeling et cette même texture que lors des phases de gameplay. Le travail effectué est assez phénoménal pour l'époque. Et quand on voit ce que ce procédé a fait comme merveille sur les derniers Uncharted, on ne peut qu'être ultra confiant pour la suite. Je sais pas s'ils ont les kits de développement de Sony 5 ans avant tout le monde ou quoi, mais le fait est qu'avec une machine pas forcément impressionnante à sa sortie, Naughty Dog a sorti la meilleure performance graphique de ces 4 dernières années. Et pour moi, Uncharted 4 est toujours invaincu à ce niveau-là. Il est pas forcément aussi ouvert que d'autres titres qui l'ont suivi, et qui sont très beaux, mais d'un point de vue strictement visuel, et ça reste le maître étalon selon moi. Tout ça pour dire que ce studio, c'est des optimisateurs. Je suis persuadé que si on leur file le pire grippin de l'humanité, ils vont nous sortir un panini chèvre-miel. Les animateurs se plient en 15 pour faire rentrer la totale dans la rame. Memory on a console is a very precious resource. All of Joel's animations with every weapon, all the NPC animations, the stealth kills, all of that stuff happening need to fit within a 4 meg to 5 meg memory footprint. Mais bon, ça fait déjà plusieurs années qu'on sait qu'ils ont la crème de la crème dans leur rang. Que ça soit depuis Jak and Daxter et ses mouvements hyper punchy, ou sur les animations faciales de leur dernière production.
Si le langage corporel est principalement donné par la motion capture, les visages sont animés à la main à l'aide de références vidéo. Bon, leurs techniques ont évolué depuis. Ils sont passés à la performance capture, mais ils repassent toujours à la main derrière pour éviter l'uncanny valley que pouvait parfois donner Elle est Noire, par exemple. Et c'est ultra important que les animateurs respectent le taf des acteurs parce que, clairement, c'est pas n'importe qui. Je pense que c'est réellement à partir de ce jeu que ça a été clair pour à peu près tout le monde qu'il y avait d'excellents acteurs dans le milieu du jeu vidéo. Ça l'a totalement établi au point de voir des interviews surgir un peu partout ou des apparitions à tel ou tel événement. On sait qui est Nolan North, on sait qui est Ashley Johnson ou Troy Baker. On sait parce qu'ils sont marquants et qu'ils font leur boulot mieux que les autres. Ils servent parfaitement les personnages. Mais je suis persuadé que plein d'autres acteurs dans l'industrie attendent d'être révélés et n'ont pas encore eu la chance de travailler avec un directeur créatif qui les dirige vraiment. Neil Druckmann a pour lui d'avoir écrit le script du jeu et de connaître les personnages sur le bout des doigts. Il est donc parvenu à aller chercher toutes les nuances et la finesse que demandaient Joel et Ellie au milieu des plots, des barres en PVC et des costumes ridicules. Et c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Malheureusement, c'est pas en embauchant des acteurs professionnels de cinéma qu'on rattrape un script moisi qui serait une pure série Z au ciné, ou une direction d'acteurs à la rue et un gameplay à la limite du foutage de gueule. Bon, je suis désolé si ça c'était un peu gratuit. Je pense sincèrement que Neil Druckmann est le meilleur scénariste de jeux vidéo à l'heure actuelle. Même s'il a des gros défauts de structure et des retournements beaucoup trop faciles, Uncharted 4 a des dialogues géniaux et raconte une histoire ultra prenante. Et le jeu dont on parle aujourd'hui a pour moi l'histoire la plus belle de l'industrie. Évidemment, beaucoup loueront la démesure d'un Mass Effect ou le côté over the top et ultra renseigné de MGS, mais aucun ne m'a jamais paru aussi maîtrisé de bout en bout, aussi vrai ou ne m'a autant engagé auprès de ses personnages. Et ça, même si son pitch pourrait faire penser à une pâle copie des Fils de l'Homme, sa principale source d'inspiration. Ellie ne peut pas se faire infecter et porte donc en elle l'espoir de l'humanité. Ça aurait pu être légitime de voir dans l'infection un banal contexte de jeu d'horreur ou pour justifier un délire survivaliste. Au final, moi ce que j'en retire de cette histoire, c'est que même au milieu d'un univers dégueulasse, il peut y avoir de belles choses. Tout est juste et très très gris. De la mort de Sarah à l'hiver, la meilleure partie du jeu selon moi, où Ellie devient une adulte, et où elle fait face à ce qu'aucun ado devrait voir ou subir, la constante perte d'espoir, ou lorsque Joel torture ces deux pauvres types et jusqu'à son final. En prenant la décision la plus égoïste qui soit, et en cherchant à éviter à tout prix la mort de sa fille de substitution, Joel condamne le reste de l'humanité à la survie. Et on n'arrive pas à lui en vouloir parce que le personnage a été parfaitement construit pendant 15 heures. C'est un choix que je trouve beau et judicieux. Si on peut lui reprocher des longueurs inutiles ou une Ellie inconséquente lors des escarmouches, on ne peut qu'admirer le reste et contempler la marque que le jeu a laissée sur l'industrie et même sur d'autres médias. Certains essaient de développer la formule, d'autres volent carrément des idées visuelles, mais y a rien à faire, à mon avis, il va falloir attendre la suite pour avoir une histoire aussi bien racontée et des personnages aussi attachants dans un jeu vidéo.